CNAM Bretagne est ravi de vous accueillir ce soir pour vous proposer un nouveau rendez-vous intitulé L'œil de l'expert. Nos enseignants vous partageront le temps d'un webinaire leurs connaissances sur leur domaine d'expertise. Et pour cette première session, nous vous invitons à plonger dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle, l'IA, avec notre expert du soir, David Brenet. Ce webinaire mettra en lumière des exemples concrets illustrant l'impact de l'IA dans notre quotidien, offrant ainsi une perspective concrète sur cette technologie énigmatique. Donc, David Brenet est un ingénieur informatique diplômé de l'école d'ingénieurs du Conservatoire national des arts et métiers. Et après avoir commencé sa carrière en tant que développeur informatique, il occupe actuellement le poste de manager de domaine auprès des équipes d'ingénierie logicielle et data au sein du groupe Massif Mutuel d'assurance. Au-delà de ses responsabilités professionnelles, David Brenet cultive une passion pour le partage du savoir et enseigne justement au CNAM Bretagne. Donc son intérêt et son goût pour les sujets innovants l'ont conduit à s'y impliquer professionnellement, mais aussi dans l'enseignement où il intervient justement, voilà, comme je le disais, au CNAM Bretagne et au sein de l'IFPAS également, sur de nombreuses thématiques telles que la méthodologie des systèmes d'information ou encore l'intelligence artificielle dite générative. On reviendra précisément sur ce terme-là, je pense, dans la soirée. Et en 2024, une nouvelle facette de son engagement pour la transmission des connaissances prendra justement forme avec la sortie de son premier ouvrage à paraître aux éditions ENI. Je rappelle que justement dans les bibliothèques du CNAM, on peut accéder justement aux bibliothèques ENI, ça c'est une chose aussi intéressante. Donc apparaître aux éditions ENI, cet ouvrage se concentrera sur la vulgarisation de l'intelligence. Donc David Brenet, je vous souhaite déjà la bienvenue et je vous laisse à présent nous guider dans cet incroyable univers de l'intelligence artificielle. Bon voyage à toutes et à tous et merci et à vous. Merci Jean-François, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je vais partager le support. Déjà, tout d'abord, je commence à dire que je suis vraiment ravi d'être avec vous. Attendez, je vais désactiver ma caméra, si ce n'est pas déjà fait. Hop. Voilà, je commence à dire que je suis vraiment ravi d'être avec vous. Je remercie évidemment Hélène et Jean-François au passage, ainsi que toute leur équipe pédagogique pour la confiance qu'ils m'accordent dans l'animation de ce webinaire. Et donc moi aujourd'hui j'ai une tâche assez fastidieuse, assez lourde qui m'a été confiée par le CNAM. C'est déjà de tenir le temps qui m'a été octroyé pour vous présenter un sujet aussi compliqué, mais c'est aussi de le vulgariser, puisque depuis un an à peu près maintenant, vous l'avez évidemment remarqué si vous êtes ici, c'est pas un hasard, c'est que l'intelligence artificielle devient clairement un phénomène, voire même un enjeu de société. Et donc, moi, j'aime à dire qu'on a face à nous ce qu'on appelle un narratif important, et c'est le narratif technologique, clairement, du moment. Donc, je vais commencer par peut-être vous rassurer par le fait que vous n'avez pas besoin de compétences préalables pour être ici. Je fais d'ailleurs un petit clin d'œil à mes amis Sandra et Virginie qui sont peut-être ici, qui sont sans doute apeurés de savoir si je vais employer des termes très techniques. La réponse est évidemment non. Rassurez-vous, ce webinaire est accessible à tous, y compris aux débutants. Donc évidemment, je ne vais pas aborder ça sous un angle mathématique, je ne vais pas l'aborder sous un angle scientifique. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être informaticien pour être ici. Si vous êtes néophyte, ça va bien se passer. Et si vous en savez déjà un petit peu, écoutez, j'espère que je vais pouvoir vous aider à approfondir vos connaissances. En tout cas, voilà, je vous dis tous et toutes que vous êtes au bon endroit ce soir. Vous allez voir que je vais évidemment tâcher d'argumenter le plus possible mes propos avec des chiffres. Je vais vous donner tout un lot de définitions, des cas concrets. On va s'attaquer aussi aux cas d'usage et on va voir les différentes formes d'intelligence artificielle qui peuvent exister. Vous verrez qu'on fera un petit quiz en milieu de séance, et puis je vais vous parler aussi des biais et de l'impact. Ça, je pense que ça vous concerne tous, ça nous concerne tous, que l'impact que l'IA peut avoir sur notre emploi au quotidien. Voilà. Et donc, on va partir sur une grosse trentaine de minutes, j'espère pas plus, en tout cas pour ma part. Je vous laisserai évidemment à la main sur les questions ensuite. Vous n'hésitez pas à les ajouter évidemment sur le chat, toutes vos questions, j'y répondrai à la fin. Et donc, voilà, on va pouvoir commencer.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Jean-François m'a présenté. Moi, je vais en rajouter un tout petit peu. Si je suis avec vous, évidemment, aujourd'hui, c'est pas un hasard. Ce que je voulais mettre en avant, c'est que moi-même, je suis un ancien auditeur du CNAM et je sais qu'il y a des auditeurs du CNAM aujourd'hui. J'y ai suivi ma scolarité jusqu'au diplôme d'ingénieur. Je dois beaucoup à cette école. Voilà, je tiens particulièrement à le dire aujourd'hui pour la confiance qu'ils me font également dans l'animation de ce webinaire. Et comme vous l'aurez compris, moi je m'appelle David, j'ai 40 ans et mon truc à moi, depuis très longtemps, c'est l'informatique, ou plutôt en fait ce qui gravite autour de la technologie de l'information. Et c'est évidemment ce qui m'a amené à en faire mon métier, ou plutôt on va dire même métier, puisque j'ai eu la chance d'évoluer dans de gros groupes d'assurance, dans divers métiers d'informatique. Et aujourd'hui, je travaille à la Massif en tant que manager d'équipe informatique sur des sujets voilà, de fabrication de composants ou des sujets de data et quelques sujets d'innovation également. Voilà. Donc, j'interviens aussi à l'IFPAS, donc, qui est une école d'assurance, et au CNAM. Et dans les deux cas, voilà, j'enseigne des thématiques informatiques, innovation, IA, cyber et consorts. Voilà. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, écoutez, je serais ravi de vous compter parmi mes contacts. Il faut évidemment pas hésiter avec ça. Dernier point pour en finir me concernant, au-delà de tout ce que j'ai pu vous dire, Jean-François vous l'a exposé également, je suis aussi l'auteur d'un livre sur la vulgarisation de l'intelligence artificielle qui paraîtra le 2 février aux éditions ENI. Vous le retrouverez partout si vous le souhaitez évidemment. Vous le retrouverez également dans la bibliothèque du CNAM. Donc voilà, si vous souhaitez aller un cran plus loin à l'issue de cette conférence, n'hésitez pas, ça peut faire partie des éléments qui viendront compléter vos connaissances. Donc on va commencer ce webinaire par une définition, hein, et cette définition, c'est naturellement celle de l'intelligence artificielle. Je l'appellerai régulièrement par son acronyme IA ce soir, voilà, par mesure de simplicité. Et cette définition, moi, je ne l'ai évidemment pas inventée. C'est celle de Wikipédia que je vous donne aujourd'hui, à savoir que l'IA, on dit que c'est un ensemble de théories et techniques qui visent à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Voilà, ça, c'est une définition qui est forte. Et rien qu'avec ça, écoutez, moi, je me croirais presque dans un film de science-fiction. Et pour donner un peu de sens à ça, moi, je vais prendre un peu ma casquette d'enseignant maintenant, puis vous raconter quelques pages d'histoire de l'IA. C'est important de savoir où tout ça a pris forme. Alors peut-être avec beaucoup de raccourcis, mais pour arriver à simuler une intelligence humaine, l'intelligence artificielle, elle a dû, comme tout avènement technologique, vous imaginez bien, passer par un certain nombre d'étapes qui étaient absolument essentielles à son développement. Et de mon côté, en fait, j'en ai choisi 7 que j'ai considérées comme étant vraiment marquantes. Alors la première, ça peut sembler assez indécent, mais elle se situe dans les années 1950. Hein, donc voilà, si les calculs sont bons, il y a quand même plus de 70 ans. Et l'homme que vous voyez sur la photo, c'est Alan Turing. Et son truc à lui, à ce monsieur, c'est vraiment les algorithmes mathématiques. Et en fait, il se spécialise progressivement dans les algorithmes qu'on appelle de déchiffrement. Et en fait, il est si talentueux en fait, que ses compétences, elles sont très vite repérées par les services anglais, les services militaires anglais. Il va les rejoindre d'ailleurs en 1938 dans un site militaire qui est spécialisé dans le décryptage, qui est un site britannique. Alors les années passent, notre mathématicien, il est vraiment considéré comme un génie. Hein. On dit que c'est un cryptologue d'exception. Mais il a tout plein d'idées. Et passé à la quarantaine, en fait, lui, ce qu'il envisage, c'est qu'un ordinateur, en tout cas à l'époque, ce qu'on appelait des puissances de calcul, puisse jouer aux échecs avec une phrase qui restera assez célèbre pour son époque. Lui s'est demandé, est-ce que finalement, une machine, ça peut penser? Et une fois qu'on s'est dit ça, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que cet homme, en fait, c'était un peu le père de l'informatique. Et vous allez voir qu'en fait, il a bien contribué grâce à ses compétences sur des événements très forts hein, qui ont marqué le siècle, et notamment la victoire alliée sur l'Allemagne nazie. Et son fait d'armes, c'était que durant la guerre, écoutez, il a décrypté tout un mécanisme qui s'appelait Enigma, et qui était en fait le mécanisme de chiffrement des messages allemands. Qu'est-ce qu'on lui doit à ce monsieur avec tout ça? C'est le fait qu'il ait réussi à sauver des milliers de vies
et probablement même raccourci la guerre de plusieurs mois, voire même de plusieurs années. S'en est suivi quelques années. En 1950, il a fait passer un message assez fort. Et lui, ce qu'il disait en 1950, c'est d'ici 50 ans, donc dans les années 2000, selon lui, il n'y aura plus moyen de distinguer les réponses données par un homme ou un ordinateur, et ce, sur n'importe quel sujet. Et on voit bien que notre ami, en fait, il n'est pas très très loin de la vérité. C'était un visionnaire de folie. Il a contribué également à tout un tas de tests qui sont encore aujourd'hui, et même certains algorithmes qui sont utilisés dans les jeux d'échecs que vous avez peut-être sur vos smartphones ou sur vos ordinateurs. Et le fait que, écoutez, 50 ans plus tard, les premiers ordinateurs parviennent à faire ce qu'avait prédit cet homme-là, fait encore que son test il est utilisé par de nombreux chercheurs en intelligence artificielle. Et il est décédé jeune, en 1954, et ce qui est assez fou et probablement paradoxal, c'est qu'Alan Turing, il est décédé dans un anonymat presque total. Deuxième date est toujours dans les années 50. Cette fois-ci, on va se diriger vers l'année 56, une conférence qui a lieu à Dartmouth. Donc l'idée de cette conférence, c'était un atelier scientifique où il y a une vingtaine de chercheurs qui se sont réunis sur un campus dans le nord-est des États-Unis. Et vous imaginez bien qu'à cette époque, c'est un sujet qui n'attirait pas forcément grand monde. On parle d'un auditoire d'une vingtaine de personnes. Et pour l'anecdote, il y en a que 6 qui ont assisté à l'intégralité des débats. Donc notre histoire ne commençait pas super fort. Et pourtant, cette conférence, en fait, on considère aujourd'hui qu'elle a marqué la naissance de cette science nouvelle qu'est l'intelligence artificielle. Alors, les deux personnes que vous devez voir sur votre écran en haut à gauche, c'est les organisateurs. C'est John McCarthy et Marvin Minsky. Eux, ils ont présenté un algorithme qui était plutôt compliqué. On dit que c'est un algorithme d'évaluation qui est encore utilisé dans la programmation de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et il était accompagné de deux personnages plutôt très influents, je dirais, Allen Newell et Herbert Simon, que vous voyez également. Et eux, en fait, ils ont présenté aussi un autre programme, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il s'appelle Logic Theorist, et qui avait la capacité de démontrer des théorèmes mathématiques tout aussi compliqués que le premier lors de cette conférence. Et en fait, pourquoi je vous donne cette date? C'est parce que tous nos amis ici représentés sur cette photo, ce qu'ils ont réussi à faire ce jour-là, c'est de convaincre tout cet auditoire d'accepter l'expression d'intelligence artificielle comme étant l'intitulé du domaine. Et on était déjà, c'est loin, en 1956. Alors une fois qu'on s'est dit tout ça, dans les années 60, il y avait un optimiste qui était au plus haut sur le sujet, il y a eu de nombreux progrès, les pionniers sont apparus évidemment en masse, et tout le monde rêvait d'une machine capable de résoudre des problèmes tout aussi complexes les uns que les autres. On a vu apparaître un premier chatbot, vous savez, c'est un assistant conversationnel entre l'homme et la machine, que vous utilisez, j'imagine, encore aujourd'hui. Et puis on a eu un robot, le robot qui s'appelle Chucky, que vous voyez, je pense, partiellement en photo. Et ce robot-là, lui, il a été créé pour faire des choses simples dans un laboratoire. On appelle ça un robot logique. Donc lui, son truc, c'était de se déplacer d'un lieu à l'autre, d'allumer, d'éteindre la lumière, d'ouvrir, de fermer des portes et consorts. Tout ça, c'est absolument révolutionnel, d'accord ? Et je ne sais pas s'il y a des informaticiens dans la salle, mais dès les années 60, quand il a été écrit, ce robot, il a été écrit avec un langage informatique que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le langage Lisp. Et je vous assure, croyez-moi, pour l'époque, c'était une véritable révolution. En 1970, ce qu'on peut appeler j'appelle ça la hype, comme on pourrait dire aujourd'hui, la hype, elle est retombée assez brusquement sur le sujet de l'IA. C'est des années dans lesquelles il y a eu des fortes contraintes économiques, il y a eu des financements qui ont été drastiquement réduits, et on peut dire qu'à tel point que les chercheurs, en fait, ils ont commencé à vraiment remettre en question la véritable vocation, la nature de l'intelligence artificielle. Mais ça ne s'est quand même pas arrêté, puisque dans les années 80, on a assisté à l'émergence de systèmes qu'on dit experts. Alors vous allez voir que ça porte plutôt bien son nom.
Tout simplement parce qu'en fait, ils possèdent ces systèmes, en tout cas, ils possédaient la particularité d'encapsuler de la connaissance, d'accord? Ou plutôt, en fait, même de l'expertise sous forme de ce qu'on appelle de règles et de faits. Et l'idée derrière tout ça, c'était d'avoir des systèmes qui offraient la capacité de résoudre des problématiques complexes. Donc, ils se sont vus, si vous voulez, un ou deux exemples, vu la capacité d'évaluer des dommages sur un véhicule, par exemple en cas de sinistre, ou même de faire un diagnostic médical en fonction d'un certain nombre d'éléments donnés. Et il y a un système qui s'appelait, pour son époque, le système Dendral, hein, qui était vraiment, j'insiste là-dessus, une référence. Et lui, il avait en fait ce qu'on appelle un mécanisme d'inférence qui lui permettait de résoudre des problèmes qui lui étaient posés. Et en fait, ce mécanisme, il est tout bête, hein, c'est de dire, ben, si tel fait est vrai, alors tu vas réaliser telle action. Et donc, c'est essentiel de le souligner. L'un des tout premiers programmes et les premiers systèmes qui permettaient de modéliser la connaissance expert, c'est vraiment notre système Dendral qui est encore utilisé. Et vous allez voir que ce mécanisme d'inférence est encore utilisé aujourd'hui pour résoudre de nombreuses problématiques. Alors, on commence ici à s'approcher de nos générations. On avance d'une dizaine d'années. On se retrouve en 1997. Les progrès réalisés étaient évidemment dantesques. On était aussi, souvenez-vous, à l'heure des balbutiements de l'Internet. Donc, ce jour-là, on a assisté en fait à la victoire de Deep Blue. Alors, Deep Blue, pour les amateurs d'échecs, c'est un ordinateur de la marque IBM qui a été boosté aux hormones d'intelligence artificielle et d'ailleurs qui est exposé aujourd'hui dans un musée aux États-Unis. Et cet ordinateur, il a fait quoi? En fait, il a battu le champion du monde d'échecs qui s'appelle Garry Kasparov en seulement 19 coups, grâce à l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'il faut tout de même savoir, c'est que avant cette victoire, il y a eu des échecs. Une première confrontation en 1996, qui a été remportée donc, par Garry Kasparov, mais un an plus tard, par le biais de l'apprentissage de l'intelligence artificielle, écoutez, elle a battu le champion du monde entier, ce qui est quand même pas rien. Et donc, on avait déjà face à nous, en 1997, une intelligence artificielle en capacité d'analyser des situations lors d'une partie d'intelligence artificielle, lors d'une partie d'échecs, excusez-moi, et de battre, ce qui n'est pas rien, le champion du monde de son époque. Un peu dans la même veine, si j'avance une petite décennie plus tard, mars 2016, le jeu AlphaGo, évidemment moins connu que les échecs, mais qui fait fureur dans les pays asiatiques, on avait une nouvelle IA qui a battu là aussi le champion du monde du jeu de Go, qui s'appelle Lee Sedol. Et si vous ne connaissez pas ce jeu, il n'est pas tout récent tout de même, hein, il est un jeu chinois, je vous l'ai dit, il a environ 3000 ans. C'est un jeu qui oppose deux adversaires en fait, qui placent à tour de rôle des pierres, donc des pierres noires et blanches, comme vous le voyez à votre écran, sur des intersections où il y a un quadrillage. En fait, on appelle ce quadrillage un gobanjar en japonais. Historiquement, c'était un jeu qui était vraiment réservé aux classes dirigeantes, aux élites dans ces pays asiatiques. Et ce qui est marquant dans cette date, c'est que le déploiement donc, de toute la partie informatique, donc l'algorithme d'AlphaGo, il combine des techniques d'apprentissage automatique. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il apprend tout seul, de parcours de graphes. Ça veut dire qu'il va savoir se guider sur un dessin. Et tout ça grâce à de nombreux entraînements, que ce soit avec des humains, d'autres ordinateurs, et surtout, en fait, cet algorithme, il a su apprendre de lui-même. À tel point même que depuis décembre 2017, AlphaGo, cet algorithme, il surpasse très largement, toujours par un mécanisme d'auto-apprentissage, le niveau de tous les joueurs humains et logiciels, que ce soit au Go, mais ça s'est étendu évidemment aux jeux d'échecs et aux jeux de shogi. Dernière date que je vais vous donner, vous allez vite comprendre pourquoi, c'est 2015, avec l'arrivée d'une entreprise qui s'appelle OpenAI, qui est une entreprise initialement spécialisée dans le raisonnement artificiel. Au début, à but non lucratif, vous allez voir que très vite ça a changé, puisque voilà, elle est passée dans un but lucratif plafonné ensuite. Et c'est une entreprise qui avait son siège social à San Francisco.
Et l'objectif ou l'enjeu, je ne sais pas dire, de cette société, c'était de promouvoir et de développer ce qu'on appelle un raisonnement artificiel à visage humain qui profitera à toute l'humanité. C'est évidemment pas modeste hein, comme ambition forte, mais vous allez voir que les fondateurs étaient plutôt costauds aussi, et même extrêmement ambitieux. On va voir aussi que OpenAI, ça a été fondé avec quand même beaucoup d'argent. Il y a une somme de départ investie de l'ordre de 100 millions de dollars. Et très vite, c'est une société qui va chercher à s'associer avec plein de startups émergentes dans le domaine, et d'ailleurs qui compte aujourd'hui à peu près 400 employés en novembre 2023. Donc, si je vous parle d'OpenAI, c'est évidemment pas un hasard. Vous connaissez vraisemblablement ces deux présidents, que sont Elon Musk et Sam Altman, ou plutôt, je vais le dire plutôt, qui étaient, parce que vous allez le voir, en fait, notre histoire, elle est un peu rocambolesque. Déjà, OpenAI, à l'époque, c'était une femme qui s'appelait Jessica Levington, qui portait l'innovation. Peter Thiel, qui était un gros investisseur. Il y avait la contribution d'Amazon par le biais d'Amazon Web Services. Il y avait Infosys, qui est une grosse structure, un gros cabinet de conseil indien. Il y a Elon Musk, que je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter, que vous pouvez voir à l'écran, et notre ami Sam Altman, sur qui je reviendrai juste après. Donc déjà, Musk, Thiel et Hoffman, eux, ils se sont connus à l'époque de PayPal. Vous savez, PayPal, c'est la grande plateforme de paiement américaine qui a été conçue en 1998. Et je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que c'est Elon Musk qui a créé PayPal et qui a évidemment fait fortune en vendant tout ou partie à eBay dans le courant de l'année 2015. Donc nos deux amis, nos deux compères, ils ont réussi à attirer beaucoup de bons chercheurs pour l'époque, voire même les très bons. Ils ont payé au prix fort l'ensemble des salariés. Et pourtant, 4 ans plus tard, Elon Musk a décidé de quitter le navire, puisque voilà, cet homme ne souhaitait pas, en tout cas, pu collaborer avec ses précédents compères. Il y a eu un conflit de direction. Mais il faut savoir qu'OpenAI, ça ne l'a pas empêché d'évoluer, à tel point même que Microsoft, en 2019, a décidé d'investir la modique somme d'1 milliard de dollars. En échange de quoi? Vous allez voir l'impact, vous verrez tout à l'heure l'impact que ça a pu avoir sur la société d'aujourd'hui. Mais OpenAI commercialisera ses produits d'intelligence artificielle en lien très fort avec Microsoft. Et tout ça pour vous dire quoi? Qu'en 2020, OpenAI, ils ont lancé ce qu'on appelle un modèle de langage, on y reviendra aussi un petit peu plus tard, qui s'appelle GPT. En 2021, ils ont annoncé un produit, on le verra aussi, qui s'appelle DALL-E. En novembre 2022, ils ont pu acquérir une renommée absolument mondiale avec la sortie de ChatGPT, dont on fête les 1 an depuis à peu près 2 semaines. En 2023, Microsoft n'a pas renoncé loin de là, puisque les investissements ont porté leurs fruits et ont décidé de réinvestir 10 milliards de dollars supplémentaires pour intégrer la technologie ChatGPT dans tous les produits Microsoft, comme le navigateur Bing, toute la suite Office, Outlook et consorts. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que à la mi-2023, alors je n'ai pas les chiffres précis aujourd'hui, mais à mi-2023, on avait face à nous une société qui était valorisée à 29 milliards de dollars. Alors je reviens juste un instant là sur ce monsieur Sam Altman qui a fait l'objet d'une couverture médiatique plutôt forte ces dernières semaines, et vous avez dû le voir aux informations. Son conseil d'administration l'a mis dehors avant de le reprendre, avant de le remettre dehors, avant de le reprendre. Voilà, c'était un peu rocambolesque notre histoire. Je voulais juste vous dire que notre ami, il n'est pas à son coup d'essai avec les startups, puisqu'il avait déjà fait fortune à 18 ou 19 ans en vendant une de ces startups qui s'appelait Loop, qui était spécialisée dans la géolocalisation, et ce qui lui a rapporté la modique somme de 40 millions d'euros. Et pour vous donner l'ampleur du phénomène, et c'est bien pour ça que je fais un zoom sur cette personne maintenant, c'est que le magazine Times considère que cet homme fait partie des 100 personnes les plus influentes dans le monde en 2023. Tout ça grâce à ce que je vous ai dit, mais aussi grâce à sa capacité
d'investir dans des startups émergentes. Il était au début des Airbnb, Reddit ou encore Dropbox. Voilà. Donc on est sur un homme qui est plutôt visionnaire. Et donc, si vous êtes ici avec moi, c'est peut-être aussi sans doute à cause de ça, à cause de ChatGPT. Et pour bien que vous compreniez ce que c'est que ChatGPT, vous devez comprendre son acronyme, GPT. D'accord ? Il y a bien chat et il y a GPT. Et GPT, en fait, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. En fait, c'est quoi? C'est un moteur qui a été conçu dans un objectif de générer du texte parfaitement fluide en réponse à une des sollicitations que vous allez faire. Je pense que vous avez tous et toutes essayé ChatGPT avant d'arriver aujourd'hui. Et ce qui vous semblera peut-être assez surprenant, c'est que GPT, donc le moteur, il a été déployé non pas il y a 1 an, mais pour la toute première fois en 2018 par la société OpenAI. Et vous verrez, on y reviendra un petit peu plus tard, mais ce modèle, il a démontré toute sa puissance, son efficacité, avec ce qu'on appelle, alors accrochez-vous un petit peu, je ne vais pas aborder de termes trop techniques, mais une architecture de réseau de neurones qu'on appelle transformer. Et tout ça, évidemment, s'en est suivi le succès que vous connaissez, avec l'accès grand public en novembre 2022 et la démocratisation folle que vous avez pu voir dans votre quotidien. Donc déjà, si on peut prendre un petit peu de recul une fois qu'on a passé cette année, on doit chercher des similitudes par rapport aux grands événements technologiques qui ont pu avoir lieu dans ce siècle. Et moi, j'ai trouvé cette infographie vraiment parlante et assez surprenante, puisque le chiffre affiché ici, il est vraiment indécent, voire même insolent. Ce chiffre, en fait, c'est 5. Et 5, c'est 5 mois. C'est le temps qu'a mis ChatGPT pour atteindre les 50 millions d'utilisateurs. Vraiment, rendez-vous compte, si on fait l'équivalent, YouTube a mis 2 ans, Internet en a mis 7, la télé en a mis 22. Voilà. C'est tout bonnement affolant l'ampleur du phénomène. Donc, je vais revenir sur ChatGPT. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas grave. Moi, je vais vous dire que c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle générative. Donc, le concept, en fait, pour un être humain, c'est plutôt simple. C'est vous lui donnez du texte, il vous renvoie une réponse, et donc, en l'occurrence, du texte. Enfin, vous allez voir que ça, c'était vrai au départ, puisque depuis sa sortie, ça a évidemment beaucoup évolué. Je vais y revenir juste après. Et quand je dis vous lui donnez du texte, il faut que vous sachiez que ce texte, en fait, il porte un nom. Et en l'occurrence, ici, vous allez lui donner ce qu'on appelle un prompt. Alors voilà quelques exemples de prompts où vous demandez, d'ailleurs ça peut paraître assez paradoxal, mais moi j'ai demandé à ChatGPT ce qu'était pour lui un prompt. D'accord ? En résumé, le prompt, c'est la demande que vous faites à ChatGPT ou une quelconque IA générative sur lequel vous attendez donc une réponse. Alors, voilà. Peux-tu m'expliquer ce qu'est un prompt ? ChatGPT vous donne la réponse. On est sur quelque chose d'extrêmement basique. Alors, prenez pas peur, mais si on regarde un peu sous le capot de ChatGPT, je vous l'ai dit, il y a le moteur, souvenez-vous. Ce moteur, il est développé par la maison mère. Et ce moteur, en fait, ce qu'il faut que vous reteniez ici, c'est ce qu'on appelle un LLM. D'accord ? Le LLM, c'est l'acronyme de Large Language Model. Donc, encore une fois, prêtez pas attention à ce schéma qui risque d'en rebuter plus d'un. Et d'ailleurs, ce que je comprends tout à fait, entendez surtout qu'un LLM, c'est ni plus ni moins qu'un modèle d'apprentissage automatique qu'on a entraîné sur tout un ensemble de données pour générer des textes qui sont compréhensibles par un être humain. Donc lui, il fonctionne en prenant du texte en entrée. Vous vous souvenez du prompt dont on a parlé juste avant. Et qu'est-ce qu'il va faire derrière ? Il va générer des prédictions qui vont être contextuelles sur les données fournies. Donc votre LLM, lui, il est capable de comprendre, il est capable de retourner le contexte, il est capable de comprendre le ton, il est capable de comprendre les subtilités et tous les aspects culturels du langage. Donc aujourd'hui, ils sont utilisés, ces LLM, pour vous donner un petit peu l'ampleur de l'histoire, dans tout un tas d'applications, comme la traduction automatique de texte, la rédaction de texte, la réponse aux questions, on en a parlé,
Les assistants personnels intelligents, je pense que vous avez peut-être Siri, Alexa, voilà, tout ça c'est basé dessus. On verra aussi qu'ils ont certaines limites, hein, il y a des limites de coût, ça coûte très cher, c'est évidemment complexe et c'est bien ce que démontre cette image. Il y a un impact environnemental, on y reviendra aussi tout à l'heure, et il peut y avoir des enjeux de biais et d'éthique, puisque ces modèles sont entraînés sur des données qu'on ne maîtrise pas toujours, et en termes d'éthique, vous le constaterez tout à l'heure, ça peut poser un certain nombre de soucis. Alors, une fois que vous savez ce que c'est qu'un LLM, hein, donc ce qui se cache sous le capot, moi je vais vous expliquer et vous apporter une nouvelle précision sur ce qu'est ChatGPT. On l'a dit, aujourd'hui, on va mettre le focus sur l'IA générative. Donc, ChatGPT est ce qu'on appelle une intelligence artificielle générative. Et pour ça, moi, je vais vous donner la définition d'un gros cabinet de conseil que vous connaissez peut-être, qui s'appelle McKinsey. Et ce cabinet, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ChatGPT, c'est bien une IA générative et que cette intelligence artificielle, elle doit être en capacité de créer de nouveaux contenus tels que du texte, comme vous l'avez vu, mais aussi du son, des images, des vidéos ou encore des simulations. En d'autres termes, vous donnez du texte, en retour, il va vous retourner le contexte que vous avez demandé. Donc clairement, hein, ce qu'annonce McKinsey ici, c'est que vous avez face à vous une révolution qui va bouleverser aussi le monde de la création. Alors, vous donnez du texte, en retour, vous avez la réponse demandée. Et des IA génératives, mais ma foi, il en existe désormais pour presque tout, et ce n'est que le début. Il n'y a pas que ChatGPT, c'est important que vous entendiez ça ce soir, il n'y a pas que ChatGPT. Et donc, chacune des IA qui sont mentionnées ci-dessous a bénéficié d'un entraînement. Un entraînement musclé, vous allez le voir, avec potentiellement, on y reviendra d'ailleurs sur la partie data, des données différentes. Donc, ce qui fait qu'en fonction de l'IA utilisée, à demande identique, vous allez être capable d'obtenir des réponses qui sont différentes. Donc, vous voyez ici dans l'infographie, si vous donnez du texte, vous pouvez donner une image avec les IA que sont DALL-E, Stable Fusion, Crayon ou Jasper. Vous avez des IA génératives qui donnent des vidéos en fonction d'un texte donné, de l'audio en fonction d'un texte donné, du texte tout texte, d'accord? ChatGPT, tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure par le biais du prompt, j'écris un texte pour lui demander quelque chose, il me donne un texte en retour. Donc on voit que tout ça, ça s'est évidemment beaucoup développé. Et que là, j'ai un exemple qui est plutôt parlant, puisque là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé une IA générative, texte to image, d'accord? Donc, vous donnez du texte, il vous retourne une image, et l'IA générative, on lui a dit, moi, je voudrais que tu puisses me créer la carte de l'Europe en version Game of Thrones avec l'IA. Et cette image, elle a été produite avec une intelligence artificielle qui s'appelle DALL-E. Donc, il nous a généré une carte de l'Europe en version Game of Thrones. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à une autre IA générative qui s'appelle Midjourney de faire la même chose, générer une carte de l'Europe en version Game of Thrones. Et qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'à demande égale, les intelligences artificielles ne vous apporteront pas les mêmes réponses. Alors, si on fait le point, vous savez maintenant ce que c'est qu'un LLM, vous savez ce que c'est qu'une IA générative, et vous avez bien compris qu'il en existe pour presque tout. Vous vous souvenez également que l'élément qui vous permet d'interagir avec votre IA générative, c'est ce qu'on appelait le prompt. Donc, si on avait du temps, évidemment, je vous apprendrais à parler activement à ChatGPT ou à quelconque autre IA générative. Mais si moi je vous dis ça, et si je fais un petit zoom maintenant, c'est parce que ça peut sembler simple de parler à une IA, mais vous allez voir que ça ne l'est pas tant que ça. Et que même si des IA comme ChatGPT vous donnent systématiquement une réponse, vous devez entendre le fait que vous aurez toujours une réponse de votre IA au même niveau de précision que le prompt que vous lui aurez donné. Donc, en d'autres termes, et pour simplifier un petit peu ce que je viens de dire, c'est plus vous serez précis avec votre IA, plus la réponse en retour le sera également.
Et pour ça, en fait, il y a tout un tas de méthodes, il y a plein de techniques qui existent pour écrire votre prompt. Moi, j'ai bien aimé celle-ci que j'ai trouvée sur Internet qui s'appelle le RACA. Donc, prenez l'habitude dans votre prompt de lui décrire le rôle. Par exemple, je souhaite que tu me retournes une réponse comme un écrivain, comme un journaliste ou comme un étudiant. Dites-lui l'action, donc le A pour action. Demandez-lui le contexte ou encore vos attentes en retour, que ce soit sur le format ou le retour que vous souhaitez détailler. Plus vous serez précis, souvenez-vous, plus la réponse en retour sera précise. Et puis en complément, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez lui demander le ton employé. Est-ce que tu peux être décontracté, intrusif, informatif? La langue, le format de retour, le rôle, je vous l'ai parlé, l'objectif, des exemples de style, le public cible. Tout ça, ce sont des éléments qu'une IA générative sait interpréter et ce sont des éléments de précision qui vous permettront d'avoir une réponse qui sera évidemment le plus ciblée possible. À tel point que, en fait, on voit apparaître aujourd'hui l'émergence de nouveaux métiers. Alors, dans certains pays, aujourd'hui, un petit peu plus que d'autres, comme aux États-Unis, mais on a le métier de prompt engineer, donc, qui, comme son nom l'indique, consiste à savoir parler à l'IA. Ça peut paraître assez fou, mais c'est aujourd'hui un métier qui existe, qui a des niveaux de rémunération absolument dantesques. Et vraiment, je vous laisse méditer là-dessus, mais vous allez voir que l'avènement d'IA a des impacts qui sont extrêmement forts, de façon positive ou négative, je vous laisse en juger. Et évidemment, on y reviendra en toute fin de séance. Donc tout ça, c'est aussi sans compter sur l'évolution drastique du modèle GPT. Donc c'est sorti il y a un an. Depuis, il y a eu un certain nombre d'évolutions vraiment majeures. Ça, c'est important de le dire. Au-delà des réponses qu'il a su vous apporter, au début, vous demandez du texte, il vous donnait du texte. Maintenant, vous donnez du texte, il est capable de vous donner une image associée. Et tout ça, ça s'est fait à une vitesse complètement dingue, assez hallucinante. Je vous laisse juger des chiffres que vous avez face à vous, que ce soit sur la pertinence de la réponse entre les différentes évolutions, sur les formats pris en charge, sur l'assurance du modèle. C'est tout bonnement hallucinant. Et la capacité de mémorisation des mots est tout aussi fascinante. D'ailleurs, on a une belle évolution dans cette page du moteur GPT. Qu'est-ce que ça a permis de prendre en compte? On voit ici une image où peut-être beaucoup de gens auraient eu faux. On demande à l'IA combien il y a de cubes dans la représentation graphique qui est ici présente. Et qu'est-ce qu'on constate au-delà de la réponse qui est juste qu'il a donnée? On constate qu'il est capable, à partir d'une image, de détecter des formes et de répondre à une question de façon tout à fait pertinente. Un deuxième chiffre. Alors, s'il y a des informaticiens ici, vous allez savoir de quoi je parle. Stack Overflow, c'est la référence mondiale pour les informaticiens en termes de gestion de connaissances. En gros, c'est la Bible. Quand on a une question à poser, on va sur Stack Overflow et on a une communauté mondiale qui va nous apporter des réponses. C'est vraiment la Bible de tout informaticien, du plus novice au plus expérimenté. C'est mondial, donc les populations indiennes qui sont fortement représentées, US et consorts. Ça a été créé il y a 25 ans. Et qu'est-ce qu'on voit? Comme par hasard, ChatGPT est sorti en novembre 2022. En mars, Stack Overflow avait perdu 50% de son trafic mondial. Tout bonnement hallucinant. Les recherches Google sur le sujet s'en sont vues bouleversées. Rendez-vous compte, le graphique que je vous donne, c'est issu d'un site d'Analytics, dans lequel on voit l'intérêt sur l'évolution des mots que vous tapez dans votre barre de recherche Google. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit deux choses. La flèche rouge que j'ai positionnée, elle est en date du 22 novembre 2023, jour de la sortie de ChatGPT. Donc là, on fait un pic de recherche et en même temps, on voit le même pic sur la partie intelligence artificielle. On voit une vraie corrélation entre les deux et sachez vraiment que ce seuil de 100, qui est le seuil affiché par Google, c'est un niveau de recherche tout bonnement hallucinant à l'échelle mondiale. Alors, donc, dans les deux cas, on atteint cette barre symbolique de 100
Vraiment, je vous assure, hein, c'est digne du gigantisme et de l'intérêt du sujet pour tous et pas seulement les professionnels du domaine. Alors, ceux qui me connaissent un peu le savent, moi j'ai une approche plutôt très pragmatique de la technologie, c'est-à-dire que une technologie, ça doit être utilisé à bon escient, ça doit être au service des cas d'usage pour répondre à un problème, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la technologie pour se faire plaisir, et je le répète d'ailleurs souvent à mes équipes informatiques, hein, la technologie, ça doit être au service du besoin, ça doit permettre de répondre à une problématique. Et c'est ça qui est plutôt bien avec l'intelligence artificielle, et vous allez le voir, ça permet de répondre à plein de problèmes de notre quotidien, certains que vous imaginez sans doute, d'autres sans doute un peu moins, je l'espère, et c'est pourquoi moi je vous propose une petite séquence. Une IA, ça peut servir à... Alors une IA, premier cas un peu loufoque, ça peut servir au bien-être animal. Alors accrochez-vous, hein, il y a des scientifiques japonais ont réussi à décrypter les émotions des poules. Et ils le disent eux-mêmes, c'est un très grand bond en avant pour la science. Et dans les faits, à quoi ça va servir, au-delà d'être un peu loufoque, c'est le fait de déchiffrer des émotions grâce aux vocalisations des animaux. Ça va permettre de résoudre les problématiques de bien-être animal. Donc, ils considèrent nos chercheurs de l'université de Tokyo. C'est un système extrêmement innovant, capable aujourd'hui d'interpréter avec une précision très très fine l'état émotionnel de nos amis gallinacés. Un peu plus terre à terre, une IA, ça peut aussi servir à reconnaître l'écriture des médecins. On va voir tout à l'heure que l'IA, ça apprend. Aujourd'hui, il y a des pharmacies qui s'équipent d'outils permettant de déchiffrer l'écriture des médecins par des liens de mécanismes d'apprentissage. Une IA, ça peut servir simplement à séparer la musique et des pistes vocales et instrumentales. Donc, s'il y a des fans de karaoké qui souhaitent extraire l'a cappella, ou si, comme moi, vous avez fait ce travail-là manuellement avec des logiciels historiques, aujourd'hui, l'IA que vous avez sous les yeux, elle va faire ça en une fraction de seconde. Une IA, et ça, je pense que ça peut servir à beaucoup de monde ici, ça peut servir à créer automatiquement des supports de type PowerPoint, ou en tout cas des supports de présentation. Il y en a une là qui s'appelle Prompt Gamma App. Elle fait ça toute seule. Vous écrivez un prompt. Moi, j'aimerais bien, je ne sais pas si mes étudiants sont présents de l'IFPAS, mais moi, je l'ai fait avec eux. Fais-moi un support pour mon prochain voyage au Sri Lanka de 15 pages avec des photos. Eh ben, il va faire ça et d'une qualité absolument phénoménale. Je vous assure, c'est absolument indécent et tout ça, on le fait en moins de 10 minutes. Croyez-moi, ça va simplifier et bouleverser la vie de beaucoup. Quand on parle de bouleverser la vie, ça a bouleversé la vie du community manager du Stade français rugby, puisque désormais, il génère ses affiches avec l'intelligence artificielle générative. Donc, son métier a évidemment beaucoup changé. Ça sert aussi dans le sport. L'image que vous voyez ici, alors qui est sans doute un petit peu floue, c'est un sportif qui s'appelle Antoine Griezmann, qui donne un commentaire à la fin d'un match. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'IA traduit automatiquement, de façon écrite et de façon orale, dans la langue arabe, l'interview qu'est en train de faire Antoine Griezmann. Tout ça en direct. Une IA, ça peut servir, et ça c'est un cas réel, c'est le moteur GPT-4 qui fait ça, à générer automatiquement des logos à partir de simples croquis tout moches que vous aurez fait. Voilà. Aujourd'hui, vous donnez le croquis à gauche, vous dessinez, vous le donnez à votre IA générative, et c'est capable de vous donner l'image que vous voyez sur la droite. Alors là on a face à nous un cas d'usage qui est extrêmement intéressant, puisque une IA, ça peut servir à faire parler un papyrus complètement calciné. Ce qui, pour l'être humain, est absolument impossible. Mais aujourd'hui, il faut que vous sachiez qu'il y a des étudiants qui ont réussi à récupérer des papyrus issus de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Et ça a ouvert la voie à tout un tas de choses, dont un certain nombre de papyrus qu'on ne pouvait plus extraire.
l'intelligence artificielle permet de décrypter le contenu. Enfin, une IA, ça peut servir à la créativité, ça peut servir à imaginer des nouveaux stades, notamment de NFL aux États-Unis. Voilà, tout ça, ça va pousser fortement la créativité de nos architectes et peut-être même bien au-delà de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Maintenant, vous êtes des experts. On va faire un petit jeu. Alors, c'est dommage, je ne vois pas le chat. Je vais vous laisser un peu de temps pour y réfléchir à chaque fois. Mais ce que je vais vous faire voir, c'est vous faire voir des photos. Et vous allez essayer de vous dire est-ce qu'elles sont vraies ou est-ce qu'elles sont fausses? Est-ce qu'elles vous semblent purement irréelles? Je vais essayer de vous laisser une poignée de secondes pour chaque, mais d'aller quand même relativement vite pour que vous ayez un petit peu de rythme par rapport à ça. Alors, est-ce que selon vous, cette photo, elle est vraie ou elle est fausse? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Voilà, donc la réponse moi, que je peux vous donner par rapport à ça, mais cette photo, elle est fausse. Elle a été créée 100% par l'intelligence artificielle. Parce que vous le remarquerez, on n'a pas gagné la Coupe du Monde l'an dernier. Et surtout, on n'a pas gagné la Coupe du Monde avec 2 étoiles ici. Donc cette photo n'a pas eu lieu, n'a jamais existé et a été générée par l'intelligence artificielle. Celle-ci, elle est connue. D'accord? Vous savez évidemment que c'est une photo qui est fausse, une photo du pape qui est fausse, mais qui a été générée par l'intelligence artificielle. Ici, j'ai une photo, elle est extrêmement connue, vous avez sans doute dû la voir passer sur les réseaux sociaux, elle a été extrêmement diffusée. Donc en fait, ce qu'elle montre, c'est une archive d'un cheval qui est absolument gigantesque à côté d'hommes. Elle a été partagée plus de 10 000 fois rien que sur Facebook et baptisée « Les animaux sont incroyables ». Sachez que cette photo, elle est fausse. Elle n'a jamais existé. Si vous regardez dans le détail, l'homme qui est derrière le cheval, en fait, il a des doigts qui sont absolument gigantesques. Les visages ont quelques défauts, mais faut vraiment gratter pour pouvoir le voir, parce qu'au premier œil, on ne le voit pas. Mais c'est aussi un symbole d'images qui sont aujourd'hui générées par les IA, qui ne sont pas encore tout à fait parfaites. Voilà, ça n'empêche que 10 000 fois sur Facebook, des gens ont cru à la vérité de la grandeur de ce cheval. Les visages que vous voyez ici sont faux également. D'accord? Là, bienvenue dans une nouvelle ère, on appelle ça des fake faces. Ce ne sont que des visages générés par l'intelligence artificielle. Absolument indécents. Je pense que pour la plupart, ils semblent extrêmement vrais. Et moi-même, je ne pense pas que j'aurais pu détecter comme ça à l'œil les défauts de l'IA qui a produit l'ensemble de ces visages. La maison que vous voyez ici, alors je ne sais pas si vous pensez qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse, peut sembler ancienne ou peut-être même futuriste pour certains. En tout cas, moi je vous dis qu'elle est fausse également. Elle est issue d'une personne, une historienne néerlandaise qui se spécialise dans la génération d'images comme ça autour de l'architecture, qui a un compte Twitter que je vous invite vraiment à aller visiter qui s'appelle Fake History Hunt. Voilà, donc une personne qui fait que ça, qui diffuse que ça, qui peut laisser à penser que ces images sont réelles. Or, voilà, ici on le dit, c'est à Bucarest en Roumanie. C'est absolument faux. Cette maison n'existe pas, ni à Bucarest, ni ailleurs, et elle a été générée par l'intelligence artificielle. Évidemment, ça peut emmener à un certain nombre de dérives. La photo que vous voyez ici est fausse également. On peut faire dire ce qu'on veut à l'intelligence artificielle. Et ce salon, écoutez, il est fou également. Alors peut-être c'est un petit peu plus visible. En tout cas, ce qu'on peut percevoir ici, c'est la qualité, ou en tout cas la forte qualité des modèles d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui en capacité de générer des images de synthèse absolument magnifiques. Et une dernière, donc là vous avez face à vous une canette de coca. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette canette. Eh bien écoutez, cette canette, elle est vraie. D'accord? Elle existe réellement, elle existe dans notre monde physique, mais c'est son contenu qui a été généré 100% à l'aide de l'intelligence artificielle. D'accord? L'homme n'est pas intervenu,
la recette a été conçue 100% à base d'intelligence artificielle. Donc on rentre aussi dans une ère où finalement l'IA ne va pas toucher que le logique, mais va bien toucher aussi des éléments physiques qui sont en interaction avec notre quotidien. Alors tout ça pour vous dire aussi que vous imaginez bien, on l'a vu avec Donald Trump, hein, les dérives que tout ça peut engendrer, et d'ailleurs même que ça engendre déjà. À ce titre, hein, la société OpenAI dont on a parlé au début, elle va lancer un outil. Je n'ai pas encore la date de sortie, mais cet outil, il a vocation d'identifier toutes les images qui sont conçues par leur propre intelligence artificielle. Et oui, c'est un paradoxe. Aujourd'hui, on est en difficulté pour identifier les images issues des intelligences artificielles. Donc, comment ça marche une IA? Qu'est-ce qui fait qu'on a ce type de résultat? Et je vous l'ai dit au tout début, en fait, une IA, ça apprend. D'accord? C'est assez similaire en fait à l'éducation humaine, pardon. On a ce qu'on appelle des algorithmes. Ils assimilent des informations à partir des données pour améliorer leur performance. C'est un peu comme un cerveau qui est en développement et l'IA, elle ajuste ses paramètres en fonction des exemples que vous allez lui donner et ça lui permet d'acquérir des compétences et surtout de prendre des décisions en autonomie. Donc en fait, cet apprentissage, il peut être supervisé. On dit que ça va être guidé avec des données qui vont être étiquetées, ou elle peut être non supervisée, où elle va découvrir par elle-même l'ensemble des éléments. L'idée, dans les deux cas, c'est que l'IA puisse généraliser ses connaissances et appliquer tous ces apprentissages à des nouvelles situations, tout comme nous, êtres humains, on le fait en apprenant de nos propres expériences. Donc l'apprentissage, c'est clairement la clé qui va permettre à l'IA d'accomplir des tâches tout aussi diverses que variées. Alors pour apprendre, on a besoin de données, vous l'avez compris, et ça tombe plutôt bien parce que pendant tout un tas d'années, on en a stocké des données, on en a stocké beaucoup, peut-être même trop, on ne sait pas quoi en faire pendant un temps. Et là, l'IA est arrivée. Et vraiment, les données, c'est l'épine dorsale de l'IA, c'est un peu le carburant, et c'est ce qui va permettre de les entraîner. Donc plus il y aura de données, plus elles seront évidemment performantes, elles vont pouvoir identifier des tendances, elles vont pouvoir prendre des décisions. Et en fait, ce que vous devez comprendre et appréhender aujourd'hui, c'est que s'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'IA efficace. Le processus d'apprentissage, il est donné, et il est basé là-dessus. Et voilà, en résumé, qualité, quantité de données, c'est vraiment le combo crucial qui va influencer la précision de l'IA et sa capacité à résoudre les problèmes qui lui seront exposés. Donc, pas d'IA, en tout cas pas de data, pas d'IA. Alors, la data, dans les faits, vous voyez, ça permet de reconnaître les objets. Ça se matérialise par de la détection. Vous êtes ici au volant d'une Tesla, avec un exemple plutôt concret. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que notre Tesla, elle détecte automatiquement les objets qui sont à côté d'elle par des mécanismes d'apprentissage. Alors des fois, ça se passe un petit peu moins bien. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette photo. Et d'ailleurs, elle est assez symbolique. Déjà, il dit une chose, c'est que l'IA est toujours en phase d'apprentissage. Alors, le contexte ici, c'est que vous êtes aux États-Unis, pays dans lequel certains États autorisent la circulation de véhicules autonomes. Donc la Tesla, qu'est-ce qu'elle fait? Elle roule, elle sert à reconnaître les objets. Par contre, il y a une particularité aux États-Unis, comme dans beaucoup de pays ou dans beaucoup d'États dans lesquels il fait très chaud, la route, elle n'est pas en goudron, elle est en béton. Le seul problème, c'est que dans l'exemple qui est ici, notre Tesla, elle n'a pas appris à dissocier une route en béton juste coulée d'une route en béton qui est évidemment sèche et qui permet de rouler. Le résultat, c'est quoi? C'est que la voiture, elle s'est embourbée. Donc, l'idée, c'est quoi derrière? C'est évidemment que votre Tesla, elle apprenne par le biais des mécanismes d'apprentissage la différence entre une route sèche et une route mouillée, mais elle est toujours en phase d'apprentissage. Elle peut être en phase d'apprentissage, aussi bête que ça puisse paraître, et pour le coup, évidemment, ça ne serait jamais arrivé, en tout cas, je l'espère, à n'importe quel d'entre nous. Donc, pour arriver à
à tout ça, moi, j'aimerais bien vous emmener sur le fait qu'il existe différents types d'IA, différentes familles, et on va faire une brève séquence sur les différents modèles d'intelligence artificielle. Alors, on peut considérer notre IA découpée en 3 grandes familles ou 3 grandes branches, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, il y a, je vais le donner par leurs acronymes, donc le ML pour le Machine Learning, le DL pour le Deep Learning, et le NL pour le Langage Processing. Donc, le Machine Learning, c'est clairement l'une des branches les plus captivantes aujourd'hui de l'intelligence artificielle, en tout cas à mon sens. C'est celle qui donne la capacité aux machines d'apprendre et de prendre des décisions sans vraiment nécessiter de programmation informatique compliquée. Donc ça sert à repérer des tendances, ça sert à repérer des similitudes. On appelle ça dans un jargon un petit peu plus technique des patterns. Et ces technos-là, elles sont utilisées dans le domaine de la santé, par exemple pour détecter automatiquement des maladies. Vous avez dû voir ça à la télé, je pense au cancer du sein notamment. Dans le commerce, pour les tendances de vente, dans le tourisme, pour faire des tarifications selon tendance. Il y a plein de formes d'apprentissage, je ne vais pas développer là-dessus, je vais en évoquer simplement 2. Le premier, ce que je vais aborder, c'est l'apprentissage qu'on appelle supervisé. C'est un modèle d'apprentissage automatique dans lequel l'algorithme va s'entraîner à une tâche en utilisant les données qui sont assorties à chacune des annotations en indiquant le résultat qui souhaite être obtenu. Donc l'apprentissage supervisé, lui, ce qu'il vise, c'est à créer des modèles qui sont prédictifs. D'accord ? Donc là, en fait, ce que vous devez faire dans ce modèle-là, c'est spécifier à la fois les données d'entrée et le résultat attendu. À l'instar de l'apprentissage supervisé, vous avez l'apprentissage non supervisé. Donc lui, celui-ci, en fait, il est entraîné sur des données qui n'ont pas d'étiquette. Je l'ai dit tout à l'heure, mais un panda, c'est pas un panda, un canard, c'est pas un canard. Votre modèle, en fait, il va se baser sur des similitudes, donc sur ce qu'on appelle des ressemblances, en regroupant toutes ces similitudes par ensemble et par sous-ensemble. Et en fait, on appelle ça un mécanisme de clustering. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que l'objectif de l'apprentissage non supervisé, ça consiste à effectuer des regroupements, qu'on appelle encore une fois les clustering, pour identifier des groupes de données similaires ou réduire ce qu'on appelle les mécanismes de dimensionnalité. Le deep learning, c'est une autre branche, en tout cas, c'est une branche sous-jacente, je vais l'appeler comme ça, du machine learning. Donc, vous le reconnaîtrez aussi sous son nom français. On peut parler d'apprentissage profond. Et sa raison d'être à lui, c'est de permettre aux machines d'apprendre à partir de données massives. Et c'est bien tout son intérêt, et évidemment de manière autonome. Donc, lui, il va beaucoup plus loin que le machine learning et il aide à résoudre des problématiques bien plus complexes. Et sa raison d'être, si je peux l'appeler ainsi, c'est tout simplement et très modestement de s'inspirer du mode du fonctionnement du cerveau humain, avec des réseaux de neurones interconnectés qui vont traiter l'information de manière, on va appeler ça hiérarchique. Donc les cas d'utilisation, on en a vu tout à l'heure, c'est les voitures autonomes, le domaine financier, la reconnaissance vocale et même la santé pour aider à prédire des maladies, en tout cas des cas complexes, même découvrir des médicaments, analyser des radiographies et tout autre IRM. Et une dernière branche que je vais aborder de façon très succincte, c'est le Natural Language Processing, donc NLP, qui n'est autre en fait que le traitement automatique du langage naturel. Et grâce à tout ça, c'est bien grâce à ça que tous vos assistants vocaux, je pense à Alexa, à Siri, je vous en ai parlé tout à l'heure, ils bénéficient de capacités à traiter votre texte, votre parole et toute autre forme de communication linguistique que vous pouvez faire avec ces appareils-là. Donc, ce sont bien des technologies que vous utilisez dans votre quotidien. Le seul hic dans tout ça, vous imaginez bien que c'est difficile de parler d'IA et sans parler d'écologie et surtout d'empreinte carbone. On a aujourd'hui accès à différentes études qui lèvent partiellement le voile sur ce sujet. On a une puissance électrique estimée qui est juste dantesque, une consommation électrique qui est
colossal et même qui pourrait rivaliser dans les mois à venir avec certains pays. C'est un risque majeur aujourd'hui pour bon nombre d'experts. On considère que l'IA va être à la 4e place en termes d'impact sur le réchauffement climatique. Et pour l'anecdote, c'est drôle, juste avant de vous avoir, tout à l'heure, j'ai demandé à ChatGPT de me donner des chiffres concernant la relation qu'il peut y avoir entre l'IA et l'écologie. Vous me croirez si vous voulez, il n'a pas voulu m'en donner. Voilà, j'ai pu obtenir aucun chiffre de ChatGPT sur ce sujet. Le problème, c'est que le début, puisqu'on est bien sur une techno qui est émergente et qui ne va faire que croître. Pour l'anecdote, on a une petite société qui s'appelle Microsoft, qui songe à se doter de son propre réacteur nucléaire. Voilà, on en est rendu là, pour ses projets d'intelligence artificielle. Donc tout ça, il va falloir évidemment être extrêmement vigilant. Donc pas d'IA sans écologie, pas d'IA sans parler d'emploi non plus. C'est là aussi le narratif du moment. Je vous ai mis là tout un panel d'images que j'ai pu récupérer, mais en moins de 10 minutes sur Internet. On voit 10 métiers d'IA qui vont changer le monde. Quel impact dans mon métier? Est-ce qu'on va encore travailler demain? Il y a ces questions-là qui se posent aujourd'hui. On n'entend plus que ça. Et si on gratte un petit peu, on trouve quand même un certain nombre de chiffres. Moi, j'aime beaucoup celui-ci, donc du cabinet McKinsey. Et lui, ce qu'il dit, c'est moi, je manage des équipes de développement informatique. Il dit qu'aujourd'hui, un ingénieur informatique, c'est à peu près 10% de son temps qu'il va consacrer à des tâches d'une complexité inouïe. Voilà. Et les 90 autres % sont consacrés. Voilà, ça peut être de la documentation, ça peut être des réunions, ça peut être des tâches d'ingénierie informatique, mais pas forcément des tâches extrêmement complexes. Ce cabinet, il dit quoi? Il dit qu'à horizon 3 à 5 ans, les 10% d'activités complexes d'un informaticien deviendront les 90% demain, parce que les 90% d'aujourd'hui seront automatisés par l'avènement de l'intelligence artificielle. Tout le monde s'y met. Vous connaissez peut-être Indeed. Indeed, qui est la référence aujourd'hui française sur les offres d'emploi. Eh bien, Indeed permet aux employeurs de générer par le biais de l'intelligence artificielle des annonces d'emploi en automatique. La médecine, tout le monde s'y met. On dit, il y a des études aujourd'hui qui sont extrêmement précises sur le sujet, que demain, l'intelligence artificielle sera aussi précise que les médecins pour détecter des cancers très courants, comme le cancer de la peau, directement à partir de son téléphone. Est-ce que ça vous fait peur ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, sachez que la technologie le permet. Ça permet de se projeter. Vous vous souvenez d'Elon Musk? Alors lui, carrément, il affirme que l'IA pourrait mettre un terme aux besoins d'emploi dans un avenir très proche. Ce qu'il dit, c'est que c'est dur de dire quand, c'est dur de dire à quel moment, mais il pense que ça va mettre fin, en tout cas, à la nécessité de pouvoir travailler. Et pour lui-même, demain, on ne travaillera que si on en aura envie. Le chiffre, d'ailleurs, qui est donné par un autre cabinet qui s'appelle PwC, il fait un peu froid dans le dos, puisque lui, ce qu'il dit, c'est que 22% des postes aujourd'hui en France pourraient être automatisés d'ici la fin de la décennie. D'accord ? Un peu plus de 6 ans, c'est absolument indécent, et même 37% d'ici 2035. Mais il y en a qui s'y mettent déjà. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Le groupe de presse Sebra, qui a annoncé le 25 octobre dernier vouloir expérimenter l'intelligence artificielle pour créer le contenu de ses journaux. Donc évidemment, levée de bouclier des salariés, des membres de la rédaction, avant que la rédaction revienne sur sa décision. Ça s'est fait juste 2 jours après. Elle a suspendu son projet. Mais tout ça a chamboulé quand même drastiquement le modèle. Même au plus haut de l'État américain, la CIA, qui est quand même un organisme extrêmement connu, a adopté l'IA générative pour mener l'avancement de ses enquêtes. Donc, on est vraiment sur un avenir plus que radieux pour cette technologie, puisque l'IA va assister, y compris les membres de la CIA.
Et là, moi, où j'ai des certitudes, hein, et ça peut être un paradoxe avec ce que je viens de vous dire juste avant, et je vais peut-être même me mouiller un petit peu, c'est qu'on va aussi voir la création de beaucoup de nouveaux métiers. Je vous ai parlé tout à l'heure du prompt engineer. J'en ai plein d'autres en tête, mais je vais vous en proposer un seul. Et le métier que je vous propose, c'est le métier d'éthicien de l'IA. D'accord ? Il y a plein de rôles qui vont être à créer autour de l'éthique. D'accord ? Ça devra jouer, enfin, ça va jouer évidemment un rôle important. Ça va être une profession extrêmement importante. D'accord ? On va être sur des professionnels dont le métier va être de garantir que tous les systèmes d'IA, ils sont utilisés de manière éthique. Ils vont être chargés de veiller aux décisions prises par les algorithmes de façon transparente, de façon respectueuse des droits de l'homme. Alors, si vous ne faites pas attention à ce qu'elle va apprendre votre IA, évidemment, vous pouvez être amené à des dérives. On peut avoir un scénario simple, hein, un scénario un peu à la Terminator. Je ne sais pas si vous avez vu ce vieux film, mais c'est exactement ça. Et nos amis éthiciens, ils ont un rôle très fort à jouer. Et je suis absolument convaincu que vous allez les voir apparaître dans vos entreprises incessamment sous peu. Alors, me direz-vous, quel futur pour l'IA? Déjà, c'est une adoption massive, clairement. On a des chiffres, hein, des estimations qui sont données de l'ordre de 400 milliards d'investissements dans l'IA au niveau mondial d'ici 2025. Le futur de l'IA, ça passe évidemment par la transparence des modèles qui vont être utilisés. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a ces risques, en fait, qui sont aujourd'hui mesurables pour savoir, et vous l'avez compris, si votre IA elle a un biais, hein, et en fonction de ce qu'elle apprend. Et donc, il y a tout un tas de centres d'expertise qui sont spécialisés dans le domaine, et certains commencent à donner des chiffres, et les premiers résultats ne sont pas glorieux sur les indices de transparence. Et il y a un certain nombre d'indicateurs, il y en a une centaine de mémoire. Et le but de ces indicateurs, ça va être de vous donner, vous, enfin en tout cas nous, êtres humains, je vais le dire, une image assez précise des IA que vous interrogez et de leur modèle d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que sur une échelle de 0 à 100, le meilleur modèle de transparence des intelligences artificielles que nous utilisons, c'est celle de Meta, donc Meta qui est le groupe Facebook, qui est de l'ordre de 50%. Donc évidemment, peut mieux faire puisque, grosso modo, on a l'image que de la moitié de ce que fait cette intelligence artificielle de vos données. Le G7, quand même pas rien comme instance, s'est emparé aussi du sujet. Et eux, en fait, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Donc là, c'était, je crois que c'était au mois d'octobre, ils veulent éditer un code de conduite pour l'intelligence artificielle. Donc on voit bien que ce sujet est extrêmement pris au sérieux, y compris en France, puisque après le Royaume-Uni l'an dernier, en tout cas en ce début d'année, la France accueillera le sommet de l'intelligence artificielle pour en devenir clairement un des leaders mondiaux. Et même d'ailleurs, le gouvernement américain, il prend le sujet très au sérieux, puisque lui, il veut carrément le réguler. Et l'Europe s'en est emparée également. Et vous avez peut-être entendu aux informations là, ce vendredi dernier, il y a tout un tas de législation qui a été mise en place pour réguler tout ça. Il y a eu des négociations assez intenses. Et finalement, un texte qui a pu être adopté pour en limiter évidemment au maximum les dérives, tout en permettant la création d'un office européen de l'IA et permettre que l'Europe ne subisse pas ces technologies, mais en soit également un des leaders. Futur de l'IA, c'est aussi des nouveautés, il y en a tous les jours. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu le domaine, mais c'est absolument indécent. Moi, j'ai parfois le sentiment de revivre l'avènement de l'Internet, tellement le flux de nouveautés est massif au quotidien. Le dernier que j'ai vu, c'est le modèle Gemini, donc le LLM de Google, qui est apparu la semaine passée. Et Google, modestement, là aussi, ce qu'il dit, c'est accrochez-vous bien, Gemini va dépasser les capacités de tous les experts humains dans tous les domaines. Google annonce que Gemini va ringardiser ChatGPT, rien que ça. Et
qu'est-ce qui va différencier Gemini, ce qu'on a appris la semaine dernière, c'est que c'est une IA qu'on appelle omnisciente, d'accord, une techno qui est capable de tout voir, tout entendre, tout comprendre. Il y a plein de vidéos qui sont sorties. Certaines sont d'ailleurs totalement fausses. Donc ça, c'était plutôt drôle. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que cette technologie-là va être incluse, y compris dans les produits Google. Je ne sais pas si vous connaissez le smartphone Google Pixel 8. Bien, dès sa prochaine mise à jour, il se verra agrémenter des mises à jour de Gemini. Le futur de l'IA, c'est aussi du perfectionnement. Elles ne sont pas encore parfaites. On l'a vu tout à l'heure avec la Tesla, vous en conviendrez. L'exemple qui est mentionné sur cette photo, c'est un exemple dans lequel l'IA s'est trompée. Elle n'a pas su reconnaître le visage d'un petit chien mignon, d'un muffin. Ça peut paraître anecdotique, mais l'IA, c'est aussi du perfectionnement de ces technologies qui sont aujourd'hui balbutiantes. Le futur de l'IA, c'est enfin pour moi la maturation de la technologie. Ce n'est pas parfait. Dans les métiers du digital, donc, que je connais plutôt bien, on estime ça à 2030, date à laquelle l'IA sera suffisamment mature pour, et là accrochez-vous bien, à partir d'un besoin métier. Vous êtes un métier, vous avez un besoin d'une nouvelle application capable de construire en autonomie, en d'autres termes, une application avec un résultat identique à ce que pourrait produire un être humain. Alors, ça va remettre en considération énormément de métiers. Puis le futur de l'IA, écoutez, c'est aussi nous, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire, quelle place on souhaite qu'elle joue dans notre vie, parce que clairement, directement ou indirectement, elle se crée une place de plus importante dans notre quotidien. On voit apparaître plein d'initiatives dans plein de métiers. Il y a aussi des refus massifs, hein, je l'ai vu dans l'infographie que vous avez sous les yeux, là où le domaine se prête, puisque la justice est un domaine dans lequel l'IA pourrait avoir des impacts. Il y a aussi de nombreux leviers de bouclier qui sont menés aujourd'hui. Voilà, moi, je conclurai ce webinaire par ma pensée, et je pense vraiment que l'IA, elle va nous obliger à nous sublimer, à être évidemment meilleurs, puisque globalement, une grande partie de ce qui est automatisable le sera inéluctablement. Moi, je pense qu'elle a déjà bien changé nos vies sur tout un tas d'aspects. Hein. Je pense à mes étudiants qui travaillent cette année avec l'IA générative. On voit l'apport que ça a très clairement. Les résultats sont absolument ahurissants. Je pense à mon environnement professionnel aussi, avec qui j'ai la chance de travailler sur ces sujets. On a lancé toute une phase expérimentale pour accompagner les métiers de l'informatique, assister de l'IA. On a des premiers essais qui sont, je pense, plus que prometteurs. On perçoit des gains drastiques sur tout un ensemble de phases de fabrication. Et je pense je pense à nous en tant qu'individus, à la vigilance qu'on se doit d'avoir pour éviter des dérives, comme on peut le voir en Chine avec une surveillance active des individus par l'IA. Ça fait peur, ça fait réfléchir. On voit aussi la création d'images de synthèse, on en a vu quelques-unes. On parle des voix de synthèse aussi, avec les dérives que ça peut avoir. Et d'ailleurs, même le patron de Google France, et c'est quand même pas rien, c'est quand même pas n'importe qui, cet homme, lui, il dit qu'on est vraiment à un point d'inflexion, qu'il faut impérativement réguler. Et voilà, et pour finir, moi je dirais qu'il n'y a rien de magique dans l'IA. Vous ne devez juste pas la subir. Soyez-en acteur, s'il vous plaît. Au fond, tout ça, c'est juste des maths, mais c'est vraiment une révolution qui dépasse de très très loin le monde du travail. Et je pense qu'il faut vraiment l'encadrer pour qu'elle nous soit bénéfique à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Franchement, merci énormément pour cette incroyable présentation. C'était extrêmement complet. Nous allons passer à quelques questions d'auditeurs. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les diffuser dans le chat. Une première question. Alors, je vois qu'il y a un auditeur qui insiste beaucoup là-dessus. Quel est le taux de véracité des réponses et qui reprécise d'ailleurs dans sa question comment vérifier la véracité des réponses générées? Voilà, donc ça, c'est une forte inquiétude d'un auditeur. Est-ce qu'on peut déjà lui donner quelques éléments de réponse par rapport à cette question-là? C'est compliqué, en effet, c'est compliqué de donner une réponse parce que la véracité,
elle est aussi liée au niveau de détail qu'on va donner dans le prompt. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ça ne dépend que de nous. Hein. Et moi, j'insiste vraiment sur le fait que il ne faille pas forcément croire à 100% ce que va nous retourner l'IA. Hein. Tout ça doit être vérifié. Si je prends l'exemple du monde dans lequel je vis sur le code informatique, si je fais juste copier-coller du code informatique que l'IA m'a généré pour le déposer ailleurs, fondamentalement, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, j'ai toujours besoin de cet œil d'expertise. Voilà. Donc, sur les chiffres de la véracité, je ne suis évidemment pas en capacité de le donner. Je ne sais même pas s'il en existe. Il faudrait peut-être il y a peut-être des études qui existent, mais c'est un vrai sujet en effet. En résumé, plus le prompt est précis, plus on a des chances d'avoir une réponse plus précise et peut-être voilà, plus vraie, entre guillemets, mais en vérité, on ne peut pas justement parler de réponse vraie, mais de réponse la plus probable. C'est bien ça, parce que c'est basé sur des probabilités. Une deuxième question de Mohamed qui voulait juste refaire le point sur quelle est la différence entre ChatGPT et l'intelligence artificielle, sachant que ChatGPT est une IA générative. Vous voulez juste recadrer cette zone-là. Ouais, mais je pense que la réponse est dans la question, tout simplement. Hein. ChatGPT est une intelligence artificielle générative. En d'autres termes, vous lui donnez un entrant, en sortant, il vous donne un retour. Voilà. IA et recherche et développement, point de vue. Alors, il y a un utilisateur qui pose la question à la fin. C'est ça. IA et R&D, point de vue. Je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Si vous pouvez être juste un petit peu plus précis, ouais. Pour moi, hein, aujourd'hui, je vais encore faire le parallèle avec mon métier. Pour moi, on est sur de la R&D. Voilà. Très clairement, aujourd'hui, je n'ai pas de certitude quant à l'apport de l'intelligence artificielle dans mon métier ou dans le métier de mes équipes. Toutefois, j'ai des biais, je sais que ça a des bénéfices, reste désormais à pouvoir le prouver et à industrialiser finalement l'apport de l'IA dans notre quotidien. Une question de Salah qui demande peut-on automatiser les réunions ou le brainstorming avec l'IA? C'est une très très bonne question. En effet, aujourd'hui, il existe des IA, alors j'ai plus le nom en tête, mais certaines, par exemple, permettent de vous rédiger les comptes rendus de réunions. C'est-à-dire que l'IA, elle va écouter les conversations lors de réunions, telles que celles qu'on fait aujourd'hui, et être en capacité à la fin de générer un compte rendu de cette réunion et de l'envoyer à chacun des participants. Oui, tout à fait. Effectivement, on a déjà l'outil de transcription, par exemple, dans Teams. Et par exemple, il y a plein d'autres outils Microsoft qui permettent donc de gérer comme ça les réunions, dont l'outil de notes OneNote sur Microsoft qui permet d'automatiser tout ça. Il y a une question de Catherine qui me demande, partant d'un profil administratif pur, comment se former au métier de l'IA? Vers quel métier? Écoutez, Catherine, déjà aujourd'hui, moi, je suis convaincu que les entreprises, elles vont accompagner les collaborateurs dans ce cadre-là. Aujourd'hui, personne n'en fait abstraction. Tous les gens avec qui je discute, voilà. Il est clair que tout ça va avoir un impact. Si je regarde le verre plein, côté verre plein, je me dis que finalement, demain, les gens ne vont se concentrer que sur les tâches finalement à forte valeur ajoutée. Donc, tout ça va aussi engendrer de nouveaux métiers. Toutefois, dans un certain nombre de métiers, je pense au métier du droit, au métier du juridique, tel que vous l'évoquez, en effet, il y a de forts enjeux d'automatisation qu'il va aussi falloir réguler. Et là, on est sur des sujets qui vont être assez compliqués, qui peuvent mener d'ailleurs à des points où j'ai vu des entreprises dans lesquelles les CSE se sont emparés de ce genre de sujet. Donc, dès qu'on touche à l'emploi, à l'automatisation de l'emploi, et des mécanismes d'ailleurs d'apprentissage, ça peut être compliqué. Souvenez-vous du journal français qui a souhaité automatiser son contenu par le biais de l'IA. On est précisément dans ce type-là de situation. Alors, plusieurs questions également d'Adama. Quel risque pour une évolution trop rapide de l'IA par rapport à l'existence humaine? Est-ce que l'IA ne représente pas un danger dans la mesure où cela peut contribuer à la diffusion de fausses nouvelles? Et enfin, est-ce que l'IA générative ne représente pas un risque pour l'acquisition cognitive dans l'apprentissage des élèves et des étudiants? Alors, je note parce qu'il y a, trois questions en une, en gros. Quels sont les risques par rapport à l'évolution d'IA par rapport à l'existence humaine? Est-ce qu'elle peut représenter un danger
dans la mesure où elle contribue éventuellement à la diffusion de fausses nouvelles et également le risque par rapport à Euh, l'acquisition cognitive, dans alors, l'apprentissage des élèves? le risque, c'est pas moi qui le dis, c'est Elon Musk, et d'ailleurs le patron de Google a dit la même chose, hein. Aujourd'hui, on est face à un point d'inflexion. Vraiment, hein, tous les films qu'on a pu voir dans les années 80, dans les années 90, on y est, quoi. D'accord? C'est pas que du, comment dire, c'est pas de la science-fiction. Voilà. Donc, il faut vraiment être vigilant et la régulation va servir à ça, y compris pour la partie, ce que vous appelez les fausses nouvelles. Là, c'est important. On voit partout. Il suffit de regarder sur le réseau social Twitter, enfin, qui est devenu X désormais. Il y a des fausses vidéos qui sont aujourd'hui générées. Il y a des fausses voix qui sont aujourd'hui générées. Et le pire de tout, c'est qu'aujourd'hui, à partir de quelques secondes d'apprentissage, une intelligence artificielle est capable de reproduire votre intonation de voix sur n'importe quel texte. Donc ça peut emmener et ça va évidemment emmener un certain nombre de dérives si tout ça n'est pas régulé. Et sur les étudiants, écoutez, l'expérience que j'en ressors, c'est que, en fait, d'une part, ils apprécient, enfin, je pense qu'ils sont là pour témoigner et ça serait peut-être plus à eux de le dire, mais ils apprécient et surtout, ça va très très vite. Et en termes d'apprentissage, nous, on a considéré cette année que tout ce qui pouvait être généré par l'IA devait l'être et qu'il fallait concentrer justement l'expertise de nos étudiants sur justement ces enjeux d'expertise. Je pense que les étudiants, ça ne les a pas dérangés de générer automatiquement le contenu, mais par contre, vraiment d'ancrer de façon beaucoup plus accrue leur réflexion sur ce que génère l'IA, sur ce que propose l'IA et sur leur capacité à mettre des coups de tournevis sur les prompts jusqu'à arriver à des résultats parfaits finalement et qui leur conviennent. Si je vous donne un exemple, j'ai des master managers digitaux. Entre l'an dernier et cette année, avec l'apport de l'IA, moi je considère que dans leur projet, ils ont entre 3 et 4 mois d'avance, voilà, pour un résultat identique. Question de René, est-ce que les transports utilisent déjà de l'IA? Quelle part dans le ferroviaire, routier et aérien? Est-ce que vous avez... Est-ce que les transports existent déjà dans l'IA? Je n'ai pas de réponse en tête, mais j'imagine que ça va arriver. J'ai dû voir ça dans le monde, dans le monde aéronautique aussi. Et toute la question, en fait, finalement aussi, elle réside, c'est est-ce que demain, tous ici, donc il reste 76 personnes, est-ce que chacun d'entre nous accepterait de monter dans un avion dans lequel il n'y a pas de pilote, mais il y a une IA? Parce que la question du risque cyber se pose, du hack, de la fiabilité du modèle, de son apprentissage, de la maturité de son apprentissage. Donc ça, c'est une question auquel on devra répondre de façon, je pense, de façon régulée. C'est des questions qu'on va voir apparaître hein, dans les médias. Il y a des enjeux politiques derrière tout ça qui sont fortes. Oui, il y a déjà plusieurs métros, en effet, dans lesquels il n'y a plus de pilotes. Ouais. Une question très intéressante d'Ivanoé qui se projette vraiment dans le temps. C'est une question un peu existentielle d'IA. Qu'adviendra-t-il de la fiabilité des informations, des réponses données par les IA, imaginons dans 5 ans, quand celles-ci, après quelques années d'usage, iront s'alimenter elles-mêmes avec leurs propres données publiées par tout à chacun dans tous les domaines, texte, graphisme, data, etc. En gros, est-ce que l'IA peut finalement se corrompre d'elle-même? La réponse passe par la régulation. Voilà. Sachant que nous sommes dans un système mondialisé, il n'est pas impossible qu'on n'ait pas une régulation mondiale sur le sujet, une régulation qui peut être par pays ou par voilà, Europe, États-Unis, Chine. Également, qu'est-ce qui vous dit qu'en Chine, on va donner les mêmes données en termes d'apprentissage qu'en Europe ou aux États-Unis? Et là, ça peut très très vite devenir dangereux puisque l'IA ne reflète pas forcément la réalité. L'IA, elle va refléter ce qu'elle a appris. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que cette notion d'éthique, elle est essentielle. L'IA apprend à partir des données qui lui sont transmises. Et aujourd'hui, qui est l'acteur des données qui lui sont transmises? Clairement, c'est nous. Et en effet, dans un futur plus ou moins loin, quand l'IA apprendra d'elle-même aussi à partir de ses propres données, elle pourrait avoir des biais qui seraient absolument désastreux pour l'humanité.
Merci beaucoup en tout cas pour cette réflexion. Mathis demande également, est-ce que pour prendre l'exemple de ChatGPT, les prompts peuvent être récupérés par OpenAI? Alors à ma connaissance, normalement non, mais vous allez peut-être nous Alors, confirmer ceci. est-ce que tu peux répéter? Parce que moi, j'ai pas Est-ce compris la que, question. pour prendre l'exemple de ChatGPT, les prompts Ouais. peuvent être récupérés par OpenAI? Alors, ben, en effet, c'est une très bonne question. Là aussi, c'est fonction de la régulation et des conditions générales des intelligences artificielles. C'est-à-dire que certaines intelligences artificielles sont surentraînées, donc bénéficient d'un entraînement supplémentaire à partir des données à partir des questions que vous lui posez, à partir des éléments que vous lui donnez. D'accord? Donc la réponse, il me semble qu'elle est oui, mais je n'ai pas de certitude absolue là-dessus. Je vais donner un exemple concret dans mon métier. Moi, je travaille avec des développeurs qui ont souhaité utiliser ChatGPT, mais en regardant un petit peu en profondeur, on s'est aperçu que le code informatique qu'on donnait à ChatGPT pour qu'il le vérifie était approprié par cette IA à des fins d'entraînement. Donc, on a arrêté. D'accord? Par contre, aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui permettent que vous entraîniez votre propre intelligence artificielle à partir de vos données. Voilà. Il faudra renforcer ce que dit René, les missions des Oui. DPO. Évidemment, ces métiers vont prendre une ampleur forte, accompagnés des gens qui travaillent autour de l'éthique, autour du juridique et consorts. Oui, c'est évident que toutes ces fonctions-là vont, vont apparaître si elles n'existent pas déjà et vont être renforcées si elles existent déjà. C'est une certitude. Oui, GitHub Copilot est une solution, Sébastien, tout comme la solution que propose Google qui permet de cloisonner son propre environnement et de ne pas diffuser les données que vous envoyez. Ouais, une autre question, est-ce que aujourd'hui on utilise de plus en plus les ordinateurs quantiques pour l'IA? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment accélérer encore cette technologie-là? Avec une puissance de calcul plus importante, plus rapide? Oui, bah, de toute façon, la puissance de calcul, c'est aussi le cœur de l'apprentissage. On l'a vu dans la slide que j'avais diffusée avec l'évolution des moteurs GPT notamment. Plus ça va aller, plus on aura besoin d'une puissance de calcul dantesque, plus les cas d'usage vont se démultiplier. Et en effet, la puissance de calcul est absolument nécessaire, mais en même temps trop coûteuse. Alors, on a une question également de Stéphane. Puisqu'il y a la notion d'éthique, cela sous-entend nécessairement qu'il y aura des versions qui passeront sous les radars des filtres éthiques. Il semble naïf de penser que l'IA serait la seule exception. Non? Ah oui. Ok. Ah, enfin, j'ai pas une longue réponse à donner, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Voilà. Il y a des IA qui vont se spécialiser, hein, je vais le dire comme ça, à bon ou à mauvais escient, et c'est bien, c'est bien toute la problématique. Et alors, je suis pas médecin, mais je sais que dans le monde de la médecine aujourd'hui, ça pose un certain nombre de soucis hein, sur ces IA qui se spécialisent pour former nos futurs médecins. Est-ce que avec l'avènement de l'IA générative est-ce qu'on doit former nos médecins, en tout cas nos futurs médecins, sur des cas d'usage simples et laisser la main à l'IA, ou est-ce que qu'on continue comme aujourd'hui? Et tout ça, ce sont des sujets qui sont compliqués. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aussi sur cette actualité, ce fameux licenciement très étrange de Sam Altman? Est-ce qu'il y a une raison précise à ceci? Euh, Ouais, c'était juste une défiance de son conseil d'administration, qu'il le jugeait plus capable de mener à bien une entreprise qui a une telle croissance. Après, on rentre dans des enjeux politiques, on rentre dans des enjeux de financement. Faut pas oublier que cette société, à la base, enfin, ils l'ont fait pour s'amuser. D'accord? C'était à but non lucratif. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était s'amuser autour de techno émergentes. Très vite, ça a pris une ampleur surdimensionnée. Et donc, quand Sam Altman est sorti, il y a eu levée de bouclier aussi de toutes ses équipes, hein, puisqu'il est quand même très associé au nom de son entreprise et à l'image. Et si ma mémoire est bonne,
la plupart des gens de son équipe ont dit si lui il s'en va, nous on s'en va aussi. Donc là, il y a eu un revirement qui a été fait de façon extrêmement rapide, où il a réintégré l'entreprise. Et pour l'anecdote, entre les deux, parce qu'il s'est passé 3-4 jours, Microsoft même lui avait proposé qu'il puisse monter au sein de Microsoft donc son propre département avec son équipe de choix et des budgets tout bonnement gigantesques. Voilà. Est-ce que vous auriez également des conseils sur l'utilisation vraiment donc, de ces IA, dont ChatGPT, en matière de sécurité, sur les données qui sont livrées ou même effectivement quand vous disiez, voilà, on peut par exemple générer du code, faut-il vraiment le relire systématiquement avant de l'intégrer voilà, dans ses propres programmes? Même le fait de faire par exemple, de transmettre des requêtes. Si on veut faire, par exemple, je sais pas moi, une requête SQL, est-ce que c'est pas déjà un premier danger? Parce que finalement, on livre une partie d'une base de données. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre par rapport à ceci? Moi, je dirais la précaution est la même que les cas d'usage que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, reprenons l'exemple du code informatique. Quand vous allez sur un forum internet récupérer, faire copier-coller du code informatique, vous êtes censé le vérifier pour savoir ce qu'il fait. Pour moi, avec l'IA, c'est la même chose. D'accord ? On doit systématiquement comprendre ce que ça fait, sans quoi, de toute façon, on ne va pas s'en sortir. Et ça, c'est un vrai point d'attention. Hein, mais d'ailleurs, ce n'est pas valable que pour le monde de l'informatique, c'est valable pour l'ensemble des populations. Je prends l'exemple du droit dont on parlait tout à l'heure. Il est impératif pour les gens qui, demain, dans ces métiers-là, vont générer des activités autour du droit ou des conditions générales, par exemple, dans le monde de l'assurance. Il faut véritablement s'assurer de la pertinence des retours. Et pour avoir des retours qui sont les plus fiables possibles, les plus pertinents possibles, ça passe par la précision des prompts, tout simplement. Ce que je vous indiquais tout à l'heure, à commencer, vous vous souvenez du RACA, hein, donc ça, c'était très important, et à suivre par tout le niveau de détail que vous devez exiger, parce qu'encore une fois, plus vous serez précis et plus l'IA sera précise en retour. Oui, très intéressant. Et d'ailleurs, la transmission d'exemples aussi est souvent assez efficace, me semble-t-il. On a une dernière question de Sandrine. Est-ce qu'apparaissent aujourd'hui des IA souveraines qui pourront être exploitées uniquement par certaines administrations qui, par exemple, traitent de renseignements d'intelligence économique, de métiers de la sécurité intérieure, comme par exemple pour les Jeux olympiques? Ça me semble inévitable. J'en ai pas à ma connaissance, mais on peut faire le parallèle avec, je crois que c'est Monsieur Bruno Le Maire qui souhaitait un cloud souverain français. Vous savez, le cloud, c'est là où on va héberger, en tout cas, nos données, nos informations. Cloud souverain, ça voulait dire quoi? Ça voulait simplement dire qu'il faut que la France dispose de ses propres infrastructures et méthodes pour pouvoir faire ça. Et je pense que pour l'IA, ça me semble assez inévitable, mais tout en étant de la même façon régulé. Hein, parce que je vais vous faire le parallèle, peut-être qu'il va exister une IA souveraine chinoise. Et je ne sais pas si l'IA souveraine chinoise va dire la même chose que l'IA souveraine française. Hein, tout réside dans l'apprentissage. Voilà. Je ne sais pas si j'ai convenablement répondu, mais... Oui, tout à fait. Si. C'est bien compréhensible. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter ici, mais un grand merci en tout cas pour ces explications, pour cette présentation. C'était extrêmement